Bonjour à vous. Aujourd'hui, je veux vous partager une histoire. L'histoire de Martine. Une femme qui, comme beaucoup d'entre nous, a appris que les blessures les plus profondes ne viennent pas toujours des cris. Parfois, elle se cache derrière un rire, un sourire poli et quelques mots chuchotés. Tout ça, ce n'est peut être pas dans tes moyens. Je m'appelle Martine Dubois et j'ai 72 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été ce genre de femme qui sourit pour masquer sa peine, qui hoche la tête face aux affronts et qui rentre chez elle pour pleurer en silence, à l'abri des regards. On m'a élevée pour être polie, pour ne pas faire de vagues, pour garder ma dignité même quand j'avais l'impression que c'était la seule chose qu'il me restait. C'est peu être pour cela que ce voyage est devenu si important pour moi. Pas pour les plages, la gastronomie ou le soleil, même si j'apprécie tout cela. Non, il s'agissait de toute autre chose. Il s'agissait d'avoir été sous-estimée une fois de trop. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de où vous m'écoutez. Tout a commencé autour d'un café, à la table de ma cuisine. Mon fils, Michel, et sa femme, Jeanne, étaient passés me voir. Ils avaient cette attitude pressée et distraite qu'ils adoptent toujours lorsqu'ils ont quelque chose à expédier. Jeanne faisait défiler l'écran de son téléphone sans lever les yeux, tandis que Michel remuait le sucre dans son café avec une lenteur étudiée. On pensait, commença Michel, faire un voyage en famille ce printemps. Quelque chose de sympa. On a trouvé une offre tout compris. Cette nuit, ça te plairait. Maman, j'y souris. C'est une merveilleuse idée. Pour aller où? À Barcelone, lança Jeanne, toujours absorbée par son téléphone. Mais, tu sais, c'est un certain budget. On s'est dit que tu n'aurais peut-être pas les moyens en ce moment. Alors, peut être une autre fois. Ces mots m'ont frappé comme une petite gifle. Rapide, presque désinvolte. My lunch. Ne pas avoir les moyens. Comme s'ils avaient la moindre idée de ma situation financière. Comme s'ils m'avaient déjà posé la question. J'ai simplement bu une gorgée de mon café pendant que Jeanne ajoutait. On ne veut pas que tu te sentes exclu. Mais ces voyages peuvent être fatigants. Tu serais être plus à l'aise à la maison, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de perception pour eux. J'étais la mère vieillissante qu'il fallait ménager. Celle à qui l'on pouvait tapoter la main avant de la renvoyer poliment à ses occupations. J'étais douce, fragile et, soyons honnêtes, un fardeau. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas dit que j'étais déjà allée à Barcelone, il y a des années, quand leur père était encore en vie. Je ne leur ai pas dit que le vol ne m'effrayait pas le moins du monde, ou que ma pension et mes économies étaient plus que suffisantes pour couvrir un tel voyage. À la place, j'ai hoché la tête et j'ai dit « Bien sûr, il y a compréhension. Amusez-vous bien, vous deux. » Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose de vieux et de familier monter dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore, mais l'écho de toutes les fois dans ma vie où quelqu'un d'autre avait décidé pour moi de ce que j'étais capable de supporter. Ce soir-là, dans mon lit, je me suis repassé leurs voix, leurs intonations pleines de pitié. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Ce ne serait ni bruyant, ni cruel, mais ce serait inoubliable. Ils pensaient que je ne pouvais pas me payer le voyage. Ils pensaient que je n'essaierais même pas. Ils avaient tort. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois que Michel et Jeanne me faisaient sentir insignifiante. Mais ce n'était pas le cas. Quand vos propres enfants commencent à vous voir à travers un prisme de l'imitation, cela ne se produit pas d'un seul coup. C'est progressif, comme l'eau qui érode la pierre. Un jour, ils vous demandent conseil. Le lendemain, ils vous parlent plus lentement, comme si vous aviez soudainement oublié comment suivre une conversation. Je me souviens très bien de la première pique. C'était il y a des années, lors d'un barbecue familial. J'avais apporté ma fameuse tarte au citron meringuée, celle que Michel me réclamait chaque année pour son anniversaire. Mais quand je l'ai posée sur la table des desserts, Jeanne a souri poliment et a murmuré « Oh, maman, tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. On a un guitare industriel, c'est plus prudent. » Plus prudent. Comme si je n'étais plus capable de suivre une recette. Comme si mes mains avaient subitement perdu le savoir-faire qu'elles avaient perfectionné pendant des décennies. C'est devenu une habitude par la suite. Des petites choses. Ils oubliaient de m'inviter à des sorties, supposant que je serais trop fatiguée. Ils me disaient de ne pas m'inquiéter pour l'argent quand je proposais de participer. Toujours avec ce même ton condescendant.
celui qui donnait l'impression que je devais être reconnaissante qu'il m'inclue même dans la conversation. Mais je n'ai jamais été du genre à étaler ce que je possède. Après le décès de mon mari, j'ai géré nos finances avec prudence. J'ai remboursé la maison. J'ai mis de l'argent de côté pour voyager, car nous nous étions promis que même si l'un de nous partait le premier, l'autre continuerait à explorer le monde. Je n'ai jamais donné les détails à Michel, car cela ne m'avait jamais semblé nécessaire. Jusqu'à maintenant, une semaine après cette conversation, autour du café, j'ai croisé Madame Bernard. Ma voisinée, c'est une femme bavarde, du genre à collectionner les histoires des autres comme certains collectionnent les timbres. Elle s'est penchée par-dessus la clôture alors que je taillais mes rosiers. Alors, Barcelone, c'est formidable, dit-elle avec un grand sourire. Je me suis figée. Formidable. Je connais Jean. Oh, oui. A-T-L, poursuivi en baissant la voix comme si nous étions complices. Jeanne en parlait à quelqu'un à l'épicerie. Elle disait que ce serait juste eux et les enfants. Puis elle a incliné la tête avec cette fausse sympathie que je connaissais trop bien. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que vous pourriez suivre le rythme avec toute la marche et les soirées tardives. Voilà. Encore ce même rejet silencieux, maintenant étalé aux yeux de tous. J'ai souri à Madame Bernard. Je l'ai remerciée de m'avoir informée. Et j'ai fini de tailler mes roses en silence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est mis en place. J'aurais pu les confronter à ce moment-là. J'aurais pu leur demander pourquoi ils avaient une si piètre opinion de moi. Mais les mots peuvent être balayés, niés, tournés en ridicule. Les actes, en revanche, laissent une trace. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau avec une tasse de camomille et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il m'a fallu moins d'1 heure pour trouver le même vol qu'eux. Je le savais grâce à l'heure de départ et à la destination, qui correspondait à ce que Madame Bernard avait mentionné. J'ai pas simplement réservé un siège en classe économique. Non, j'ai réservé une place en première classe. Un siège côté hublot, juste en face de l'office. Là où je savais que je serais servie en premier, avec de l'espace pour étendre mes jambes et une coupe de champagne à la main avant même de quitter le tarmac. Ensuite, j'ai réservé une suite dans un hôtel que je savais qu'il ne pourrait jamais se permettre. Pas par méchanceté, du moins c'est ce que je me suis dit, mais parce que je voulais que ce soit plus qu'une simple démonstration. Je voulais savourer chaque instant sans l'ombre de leur jugement planant au-dessus de moi. Ce qui est étrange, c'est que plus je planifiais, plus je me sentais calme. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de me rappeler. Et être de leur rappeler à eux aussi. Que j'étais toujours cette femme capable de monter dans un avion pour n'importe où dans le monde sans demander la permission. Et cette fois, j'allais laisser ma présence parler d'elle-même. Le destin a parfois une drôle de façon de vous apporter la confirmation dont vous avez besoin. Dans mon cas, elle est arrivée sous la forme d'un texto qui ne m'était pas destiné, 2 semaines avant leur départ. Mon téléphone a vibré, alors que je pliais du linge. C'était un message de Michel. L'aperçu sur l'écran disait « Il faudra qu'on arrive tôt à l'aéroport. Maman, va », puis ça s'est coupé. J'ai froncé les sourcils et j'ai ouvert le message. Sauf qu'il ne m'était pas seulement adressé. Il était envoyé à moi et à Jeanne. Seulement, la maman dont il parlait était la sienne. Apparemment, elle les accompagnait aussi. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Le drap à moitié plié glissant de mes mains. Le reste du message disait « Maman va avoir besoin d'une assistance en fauteuil roulant à l'embarquement. Et je n'ai pas envie de gérer les files d'attente si on arrive en retard. » Donc, non seulement Jeanne emmenait sa mère, mais ils avaient supposé que je ne pourrais pas supporter le voyage, alors qu'ils prévoyaient d'emmener quelqu'un qui avait réellement besoin d'aide. L'ironie était si amère que je pouvais presque la goûter. J'ai relu le message 3 fois, mon pouls s'accélérant. Une partie de moi voulait répondre à tous et dire « Vous vous trompez de mère ». Mais plus je fixais le message, plus je ressentais ce même calme tranquille que j'avais eu la nuit où j'avais réservé mon billet. Laissez-les croire que j'étais à la maison, à arroser mes plantes et à regarder la télévision. Laissez-les penser que je ne pouvais pas suivre. L'expression sur leur visage vaudrait chaque centime dépensé. Pourtant, il y a un instant, une fraction de seconde de doute, où je me suis demandé si ce n'était pas mesquin. Allais-je vraiment dépenser tout cet argent juste pour prouver quelque chose? Mais je me suis alors souvenu d'un autre voyage, 10 ans plus tôt. Il m'avait invité dans un chalet à la montagne pour Noël. J'avais conduit 6 heures dans la neige pour y arriver.
seulement pour découvrir que ma chambre avait été donnée à l'un des cousins de Jeanne, qui avait décidé de venir à la dernière minute. Il m'avait installé sur un canapé-lit dans le salon. Chaque fois que quelqu'un passait, il murmurait « Pardon, maman », comme si ma présence était un dérangement. J'avais passé tout ce séjour à sourire, à apporter des plateaux de biscuits, à proposer mon aide avec les enfants, en prétendant que cela ne me dérangeait pas, mais allongé sur ce lit inconfortable. Je m'étais promis que la prochaine fois qu'il me sous-estimerait, je ne l'accepterais pas en silence. C'était cette prochaine fois. Alors, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai appelé la compagnie aérienne et j'ai demandé le premier rang de la première classe pour avoir encore plus d'espace pour les jambes. J'ai commandé une nouvelle tenue de voyage, confortable mais élégante. Un chemisier en lin de couleur crème, un pantalon bleu marine et un foulard en soie de la couleur de l'océan profond. Je voulais ressembler à une femme qui était exactement là où elle devait être. Puis, j'ai appelé l'hôtel. Oh oui, j'aurais besoin du transfert depuis l'aéroport. S'il vous plaît, confirmez ma réservation pour la suite au dernier étage. Le jeune homme, au téléphone, a eu un petit rire chaleureux. Vous aurez la meilleure vue de la ville, madame. C'était exactement le but. Les jours précédant le voyage furent calmes. J'ai vu Michel une fois de plus lorsqu'il est passé déposer du courrier qui était arrivé à son adresse. Il a parlé de la météo et du prix des courses, sans jamais mentionner Barcelone. J'ai joué le jeu, mais à l'intérieur, mon excitation bouillonnait, pas l'excitation étourdie des vacances. Non, c'était l'anticipation d'entrer dans une pièce où tout le monde a déjà décidé qui vous êtes et de leur prouver qu'ils ont entièrement tort. La veille du départ, ma valise était prête, mes documents en ordre, et mon réveil réglé pour 1 heure avant l'aube. Demain, ils embarqueraient sur le même vol, et demain. Je ne serais pas à la place qu'ils imaginaient pour moi, si tant est qu'ils m'imaginaient là. Demain, je passerai juste devant eux, le matin du vol. Je me suis réveillée avant mon réveil. La maison était silencieuse. De ce silence que l'on ressent au plus profond de soi. Je me suis préparé un petit déjeuner léger, du pain grillé, un café et un demi-pamplemousse. Et je me suis assise à la table de la cuisine alors que la lumière commençait à peine à filtrer à travers les stores. Je n'étais pas nerveuse. Au contraire. Je me sentais ranmek. Comme si j'avais répété ce moment toute ma vie sans le savoir. Je me suis habillée avec la tenue que j'avais choisie. Le chemisier en lin crème. Le pantalon bleu marine impeccablement repassé. Le foulard en soie noué avec soin à mon cou. Mes cheveux étaient coiffés en ondulations douces, avec une touche de rouge à lèvres pour raviver mon teint. En me regardant dans le miroir avant de partir, j'ai pensé « Ton défunt mari aurait été fier de te voir ainsi. » Mais bizarre mère. J'ai appelé le service de voiture de transport avec chauffeur que j'avais réservé et je suis arrivée à l'aéroport 2 heures avant le départ. Le chauffeur m'a aidé avec ma valise et m'a souhaité un voyage sûr et magnifique. J'ai souri. J'avais bien l'intention que ce soit les deux. À l'intérieur du terminal, je ne suis pas allée vers la file d'attente bondée de l'enregistrement général. J'ai marché directement vers le comptoir prioritaire où une jeune femme en tailleur impeccable m'a accueilli chaleureusement. Bonjour, Madame Dubois. Première classe pour Barcelone. A-t-il elle est dit, sa voix polie, mais teintée de la reconnaissance de quelqu'un qui savait que je faisais partie des passagers les plus importants de sa journée. Oh oui, merci. Ai-je répondu en lui tendant mon passeport en quelques minutes. J'avais ma carte d'embarquement en main. Siège 2A, brillant d'une encre noire. L'heure d'embarquement imprimée en dessous ressemblait à un rendez-vous secret que seul moi connaissais, ma valise enregistrée. Je me suis dirigée vers le salon privé. Fauteuil en cuir, lumière tamisée. Murmures feutrés de conversation. C'était un monde à part. Loin du chaos extérieur. J'ai siroté un jus d'orange frais, lu quelques pages de mon livre et laissé les minutes s'écouler dans ce confort qu'il m'avait dit incapable de supporter. L'embarquement a été annoncé pour la première classe avant les passagers de la classe économique. Mais j'ai décidé d'attendre. J'avais une idée en tête. J'ai quitté le salon 5 minutes avant la fermeture de la porte pour les passagers de la classe économique. À ce moment-là, la file d'attente avait disparu, à l'exception d'1 ou 2 retardataires. Et ils étaient là. Michel, Jean, leurs enfants et sa mère. Attendant près de la passerelle, probablement déjà installés à leur siège vu l'absence de bagages à main. Ils ne m'ont pas vu. Pasen coré. J'ai tendu ma carte d'embarquement à l'agent de bord, qui a souri et a dit « Bienvenue à bord ». Madame Dubois, en descendant la passerelle. J'ai ralenti juste assez
pour que le timing soit parfait. Quand je suis montée dans l'avion, l'hôtesse de l'air m'a salué, a vérifié mon numéro de siège et a fait un geste vers l'avant. Parici, Madame Dubois. La première classe est sur la gauche et ils étaient là, rangée 24. Siège étriqué près de l'aile. Les genoux pressés contre les tablettes. La tête de Jeanne était penchée sur un magazine. Michel tripotait la ventilation au-dessus de sa tête. J'ai marché lentement, mon foulard en soie, effleurant légèrement mon épaule. J'ai pas souri avec suffisance. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste offert le plus petit et le plus poli des hochements de tête quand les yeux de Jeanne se sont écarquillés. La tête de Michel s'est relevée d'un coup. « Maman, tu sais » a-t-il levé, plus comme une question qu'une salutation. J'ai souri doucement, comme si je venais de les croiser par hasard à l'épicerie. « Bonne vol !» ai-je dit. Et puis je les ai dépassés, entrant dans la cabine spacieuse et aérée de la première classe, où une hôtesse a pris mon manteau et m'a offert du champagne avant même que nous ayons quitté le sol. Je me suis enfoncée dans mon siège, cuir moelleux, espace infini pour les jambes. Et j'ai laissé le murmure des annonces d'embarquement s'estomper. Derrière moi, quelque part très loin, ils étaient en train de digérer ce qu'ils venaient de voir. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucun besoin de me justifier. Alors que la porte de la cabine se fermait, je me suis adossée au siège en cuir profond et j'ai senti une légèreté inconnue s'installer en moi. Pas parce que je m'envolais pour Barcelone, bien que j'ai toujours aimé cette ville, mais à cause du renversement de situation silencieux qui venait de se produire. L'hôtesse de l'air a posé un petit plateau sur ma table, une flûte de champagne en cristal, une serviette en lin et un plat de noix mélangé chaude. J'ai bu une lente gorgée et j'ai laissé mon regard dériver vers le hublot. D'ici, le monde en dessous semblait m'appartenir, à moi seule. La première classe était calme. On pouvait entendre le doux ronronnement des moteurs, le bruissement occasionnel d'un journal. Pas de cliquetis de chariot repas cognant dans l'allée, pas de disputes bruyantes pour l'espace dans les compartiments à bagages, juste de l'espace pour respirer, de l'espace pour penser, des temps et une temps. J'imaginais ce qui se passait 22 rangées derrière moi. J'imaginais Jeanne se tortillant sur son siège étroit, les genoux frôlant le siège de devant. J'imaginais Michel se tordant le cou pour voir où j'étais passée, pour ne rencontrer que le rideau qui séparait les cabines. Je me sentais pas cruelle, je me sentais restaurée. Ils avaient dessiné le portrait de celle que j'étais censée être, fragile, dépendante financièrement, déplacée. Et je venais de l'effacer tranquillement avec une simple carte d'embarquement. Quand le service du repas a commencé, j'ai choisi le saumon poêlé au beurre citronné, des asperges fraîches et une petite tartelette en dessert. La présentation seule m'a fait sourire. Assiette en porcelaine, couvert poli, une serviette en tissu pliée au lieu de celle en papier au milieu du repas. Je me suis excusée pour aller m'étirer en me dirigeant vers l'office avant. J'ai aperçu un instant la classe économique lorsque le rideau s'est brièvement ouvert pour un membre de l'équipage. Rousté un flash, une rangée exiguë, des coudes qui se cognent. La mère de Jeanne, penchée en avant, la tête entre les mains. Je ne me suis pas attardée. Les hôtesses de l'air me traitaient avec une courtoisie que je n'avais pas ressentie depuis des années, s'adressant à moi par mon nom, anticipant mes besoins. Il ne s'agissait pas du luxe. Il s'agissait d'être perçue comme capable, méritante et présente. Lorsque nous avons commencé notre descente, j'ai regardé l'étendue de la côte. La lumière du soleil rebondissait sur l'eau. Barcelone scintillait au loin. Les rues et les toits brillant dans la lumière de fin d'après-midi. Après l'atterrissage, j'ai été parmi les premières à débarquer. Ma valise m'attendait sur le carrousel prioritaire, tournant déjà lentement quand je suis arrivée. Un chauffeur tenant une pancarte avec mon nom se tenait juste derrière les portes de la douane. « Madame Dubois, bienvenue à Barcelone », dit-il en prenant mon sac. Nous sommes passés devant la file d'attente des taxis où Michel et Jeanne se tenaient avec leurs enfants, l'air plus fatigués par le voyage que je ne les avais jamais vus. Ils ne m'ont pas remarqué. Mon chauffeur m'a conduit directement à une élégante voiture noire et nous étions partis avant même qu'ils n'aient chargé leurs bagages. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut silencieux. Donc, la ville se déroulant derrière les vitres teintées, je me suis souvenu de la première fois où j'étais venue ici avec mon mari. Comment nous avions erré pendant des heures dans des rues étroites, bordées de balcons et de jardinières. Je pouvais presque entendre sa voix dans mon oreille.
me disant que je faisais exactement ce qu'il fallait à l'hôtel. Un concierge m'a accueilli dans un anglais parfait et m'a escorté jusqu'à l'ascenseur. La suite était au dernier étage, comme promis. Avec un balcon qui donnait sur les toits jusqu'à la mer, je suis restée là un long moment, la brise chaude sur mon visage. Et j'ai pensé qu'en moins de 24 heures, j'avais déjà réécrit l'histoire qu'ils avaient essayé de raconter sur moi. Demain, je les reverrai. Et demain, je n'aurai pas besoin de dire grand-chose. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, la lumière du soleil inondant la suite à travers les rideaux clairs. J'avais mieux dormi que depuis des mois. Le doux bourdonnement de la ville en contrebas étant une berceuse bien plus douce que le tic-tac de l'horloge dans ma maison silencieuse. Après le petit déjeuner sur le balcon, fruits frais, viennoiserie chaude et un café assez fort pour réveiller les morts, j'ai décidé de me promener dans le quartier gothique. J'ai toujours aimé ces rues sinueuses, la façon dont chaque virage semblait révéler un café caché ou une petite boutique vendant des bijoux faits main. C'est là, à l'ombre d'une vieille arche de pierre, que je les ai vus. Michel et Jeanne étaient au coin de la rue, penchés sur une carte avec sa mère, tandis que les enfants couraient entre les portes des magasins. Ils ne m'avaient pas encore vue. Alors je me suis attardée près d'un étal de sacs en cuir, faisant semblant de regarder. Tu es sûr que c'est le bon chemin? La voix de Jeanne apportait juste assez loin pour que je l'entende. Michel a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Puis il a levé les yeux et s'est figé. Maman, a-t-il dit? Sa voix plus sèche qu'il n'était nécessaire. J'ai souri comme si nous venions de nous croiser par un heureux hasard. Eh bien, quelle surprise! Et bevor de tofu ingang voor de... Jeanne a cligné des yeux rapidement. Tu es ici. Elle a jeté un coup d'œil à sa mère, qui a froncé les sourcils comme si j'avais commis une sorte de manquement tacite à l'étiquette. Oui, aïeux d'être simplement. J'ai pensé que ce serait bien de revisiter Barcelone. J'ai laissé le mot « revisiter » flotter dans l'air. Ils ont échangé un regard que je ne connaissais que trop bien. Un mélange de confusion et d'une légère pointe d'irritation. « Où est-ce que tu loges ?» a demandé Michel. « Oh, dans un petit endroit près de la mer. » Ai-je répondu, sans détail. Moins ils en sauraient. Plus cela les rongerait. Les enfants, au moins, semblaient assez heureux. « Mamie, tu viens avec nous aujourd'hui ?» a demandé l'un d'eux. Jeanne a hésité avant de dire « Nous avons une visite guidée de réserver. » C'est juste pour notre groupe. Je comprends. Ai-je dit sans me démonter. J'ai mes propres projets de toute façon. Et c'était vrai. Des projets auxquels ils ne pourraient pas participer, même s'ils le voulaient. Après un hochement de tête poli, je les ai laissés là, au milieu de la place, digérant encore le fait que non seulement j'avais fait le voyage, mais que je l'avais fait selon mes propres termes. Plus tard dans la journée, alors que j'étais assise à la terrasse d'un restaurant sur le toit surplombant la ville, un couple que j'avais rencontré dans l'avion, Alain et Isabelle, m'a fait signe de les rejoindre. Nous avions engagé une conversation facile quelque part au-dessus de l'Atlantique et ils avaient insisté pour que nous déjeunions ensemble pendant notre séjour. C'est au milieu de notre repas, avec un plat de paella entre nous, que j'ai repéré la famille de Michel qui entrait dans le même restaurant. Ils ont été conduits à une table près du fond, assez près pour voir, mais assez loin pour qu'ils ne puissent éviter de me regarder. Alain a levé son verre, aux amitiés inattendues. « Hâté », il dit chaleureusement, et j'ai trinqué avec lui. Je n'ai pas regardé directement Michel, mais je pouvais sentir le changement dans l'atmosphère, le regard de Jeanne se posant sur moi toutes les quelques minutes. Michel faisant semblant de ne pas remarquer. Sa mère, cependant, m'a regardé droit dans les yeux une fois, et son expression en disait plus que des mots. « Comment osez-vous, Yang ?» Cela m'a donné envie de rire. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. J'ai gardé mon sourire poli, ma posture détendue, et ma conversation fluide, comme s'ils n'étaient que des étrangers dans la pièce. Quand le déjeuner fut terminé, Alain insista pour me raccompagner en direction de mon hôtel, en passant devant la table de Michel. J'ai croisé son regard et lui ai lancé un agréable. « Profitez bien du reste de votre après-midi. » Il a hoché la tête avec raideur. Mais sa voix était trop tendue pour correspondre à ses mots. « Toi aussi. Maman !» Je suis sortie sous le soleil, la chaleur sur mon visage. Un sentiment qui ressemblait beaucoup à une revanche. Ils étaient venus ici en croyant que je ne pouvais pas me payer le voyage, que je ne pouvais pas suivre le rythme, que je n'avais pas ma place. Maintenant, ils m'avaient vu non seulement ici, mais épanoui,
Et il nous restait encore plusieurs jours, 2 nuits plus tard. J'ai reçu une invitation du concierge de l'hôtel. C'était pour un dîner de gala privé dans une villa historique surplombant la mer. Nombre de places limitées, tenue de soirée exigée. Et une liste d'invités si exclusive que les billets n'étaient même pas vendus en ligne. Ma première pensée fut que mon mari aurait adoré. Ma seconde pensée fut que cela pourrait être la conclusion parfaite de mon petit jeu silencieux. Je suis arrivée juste avant le coucher du soleil. L'air était encore chaud, le ciel peint d'or et de rose. La terrasse de la villa était décorée de guirlandes lumineuses. Un quatuor à cordes jouait doucement près de la fontaine. Les invités se mêlaient, des coupes de cava pétillant à la main. Le parfum du jasmin flottait dans la cour. J'étais assise à une longue table drapée de lin blanc, entourée de personnes que j'avais rencontrées à l'hôtel et de mes compagnons de vol de première classe. La conversation était fluide, les rires portés par la brise. C'était un monde à part, loin du petit espace confiné dans lequel mon fils et sa femme avaient essayé de me mettre à la fois dans cet avion et dans la vie. Au milieu de l'entrée, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Jeanne !» Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour imaginer son expression. Un mélange de choc et d'irritation. Un instant plus tard, la voix de Michel a suivi, plus basse. « Je t'avais dit qu'elle allait bien. » Je me suis alors retournée, juste assez pour les voir debout à quelques tables de là. Ils n'étaient pas habillés pour la soirée. Jeanne portait une robe d'été de touriste, Michel une chemise à manches courtes. Ils semblaient déplacés, et à la façon dont ils tournaient près de l'entrée. J'ai deviné qu'ils n'avaient pas été invités à l'intérieur. L'un des organisateurs de l'événement s'est approché d'eux, parlant d'un ton poli mais ferme. Michel a fait un geste vers moi et l'organisateur a jeté un coup d'œil dans ma direction, comme pour confirmer. J'ai levé mon verre et j'ai souri faiblement. Ils ne se sont pas approchés. Au lieu de cela, ils sont restés quelques instants de plus avant de disparaître dans la nuit. C'était presque sans histoire, mais d'une manière satisfaisante. Il ne s'agissait jamais de confrontation. Il s'agissait de leur laisser voir. Encore et encore que je n'avais pas besoin de leur permission pour vivre pleinement et que je n'avais pas besoin de leur définition étriquée pour dicter qui j'étais. Après le plat principal, un homme que j'avais rencontré à l'hôtel, un architecte à la retraite de Milan, m'a demandé de l'accompagner pour une promenade sur la terrasse. La mer scintillait sous le clair de lune, les vagues se brisant doucement contre les falaises en contrebas. « Vous semblez, dit-il, cherchant le mot en anglais avant de le trouver en français. Libre. Bon. J'y réfléchis. Oui, ai-je répondu. Je suppose que je le suis. Mahasbos, le lendemain matin. Mon voyage touchait à sa fin. À l'aéroport, j'ai revu Michel et Jeanne au dépôt des bagages. Cette fois, ils m'ont repéré en premier, encore en première classe, a demandé Michel, essayant d'être léger, mais sans parvenir à masquer le tranchant dans sa voix. J'ai croisé son regard. Oh, j'aime l'espace. Il y a eu une pause. Courte, mais lourde. Puis Jeanne a parlé. Sa voix plus basse que je l'avais entendue depuis des années. Tu ne nous avais pas dit que tu venais. Je ne pensais pas en avoir besoin. Ai-je dit, je vais où je veux aller. Pendant une seconde. J'ai cru qu'elle allait argumenter. Mais elle a simplement hoché la tête, la bouche formant une ligne mince. Nous avons embarqué séparément. J'ai pris ma place dans le large fauteuil en cuir, une flûte de champagne à la main alors que les moteurs rugissaient. Quelque part derrière le rideau, ils s'installaient dans leur rangée. En regardant la piste, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais gardé le silence, toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté pour maintenir la paix. Mais cette fois, je n'avais pas eu besoin d'élever la voix. J'avais laissé mes actions parler. Et elles avaient parlé fort. De retour à la maison, l'air semblait plus frais, plus vif, portant ce léger parfum d'automne. J'ai fait rouler ma valise par la porte d'entrée. Je l'ai posée et je suis restée un instant dans le silence de mon propre salon. Voyager vous change toujours. Mais ce voyage avait fait quelque chose de plus. Il m'avait rappelé que ma vie m'appartient encore. J'ai préparé un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les feuilles se balancer dans la brise. Mon téléphone a vibré. Un message de Michel. Contente que tu sois bien rentrée. On pourrait peu être dîné la semaine prochaine. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Mais il y avait un changement dans le ton. Quelque chose de moins assuré. Comme s'il comprenait enfin que je n'étais pas quelqu'un à gérer ou à mépriser. J'ai tapé une courte réponse. On verra. Mais la vérité
c'est que ce voyage n'avait pas pour but de leur donner une leçon, bien que cette partie ait été satisfaisante. Il s'agissait de m'apprendre à moi-même que je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur inclusion pour vivre la vie que je voulais. Pendant trop longtemps, j'avais été la femme en arrière-plan. Celle à qui l'on pouvait tapoter la main, pour qui l'on pouvait prendre des décisions, par-dessus qui l'on pouvait parler. Cette femme-là ne réservait pas de billets en première classe, ni ne s'enregistrait dans des suites au dernier étage. Mais elle le pouvait. Elle l'a fait. Et je le referai. Alors que la bouilloire s'éteignait, j'ai pensé à mon mari et à la promesse que je lui avais faite de continuer à voyager, de continuer à vivre, même si je devais le faire seule. Je me suis souri à moi-même. Cette fois, je n'avais pas été seule du tout. J'avais eu de la bonne compagnie, de la bonne nourriture. Et ce genre de rire qui vient quand on arrête d'essayer de correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de vous. J'ai bu une lente gorgée de thé, la chaleur se propageant en moi, dehors. Le soleil descendait, peignant le ciel de nuances dorées. Quelque part, il y avait une autre ville, un autre voyage qui m'attendait. Et la prochaine fois que quelqu'un me dirait que je ne pouvais pas me le permettre, que je ne pouvais pas le supporter, que je n'avais pas ma place, je me souviendrai de Barcelone, je me souviendrai d'être passé devant la rangée 24, mon foulard captant la lumière, la tête haute, et je réserverai le billet quand même.